Bienvenue, Eamon Dormi. Je suis ton conteur ce soir, ici pour t'aider à sombrer dans un sommeil profond et paisible. Avant que nous commencions, n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner pour plus d'histoires pour t'endormir. Laisse-moi savoir dans les commentaires d'où tu regardes et quelle heure il est. Et s'il y a une histoire que tu aimerais entendre ensuite, j'aimerais le savoir aussi. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple voyage en solitaire se transformerait en l'un des souvenirs les plus étranges et les plus perturbants de ma vie. Même maintenant, chaque fois que j'essaie d'en parler, ma voix se serre comme si mon corps me mettait en garde contre le fait de ramener cette nuit dans la pièce. Mais je sais que si je ne la raconte pas correctement, si je ne décris pas chaque émotion et chaque moment comme je m'en souviens, cela continuera à me hanter par de brefs éclairs pour le reste de mes jours. Alors, voici. Je m'étais rendu à Pine Ridge, dans le Colorado, pour un atelier de 3 jours lié à mon travail. Je travaille comme conseillère pour la jeunesse. Beaucoup de déplacements pour des conférences, des sessions de formation. Honnêtement, j'aime conduire plus que prendre l'avion. Être seul sur la route me donne de l'espace par rapport à tout le monde et à tout. De plus, les vols étaient chers, et ma voiture ressemblait à ma propre petite bulle de sécurité. L'atelier s'était bien passé, mais je n'étais pas dans le meilleur état d'esprit à l'époque. Je venais de sortir d'une relation de 2 ans qui s'était terminée si abruptement que cela me faisait encore mal quand je m'en souvenais. Mon ex ne m'avait jamais frappé ou quoi que ce soit de ce genre, mais la distance émotionnelle, la façon dont il pouvait me regarder à travers comme si je n'étais pas là, me faisait me sentir comme un fantôme dans ma propre maison. Au moment où nous nous sommes séparés, je me sentais soulagé, mais vide. Alors, je suis resté une nuit de plus après la conférence, juste pour me vider la tête. J'ai exploré quelques sentiers, mangé seul dans un restaurant, regardé les gens rire avec leurs amis et leurs familles. C'était comme si tout le monde avait quelqu'un sauf moi. Quand j'ai finalement fait mes bagages dans ma voiture le dimanche matin, je me sentais bien, plus légère, comme si le retour en voiture serait rafraîchissant, une remise à zéro. Mais l'univers avait autre chose en réserve. J'ai conduit toute la journée à travers de longues étendues de terre vide, une autoroute plate et ouverte avec de minuscules villes apparaissant tous les quelques centaines de kilomètres. Au moment où le soleil s'est couché, j'étais quelque part le long de l'autoroute 287 dans le nord du Nouveau-Mexique en direction du Texas. Il se faisait tard, vers 21h, mais je n'avais pas sommeil, juste raide et affamé. Quand j'ai vu un panneau indiquant l'aire de repos de Mesa Creek, j'ai pensé que je m'arrêterais, me dégourdirais les jambes et continuerais. Cela avait l'air petit, mais assez bien éclairé. Quelques semi-remorques étaient garés et quelques véhicules d'utilitaire sport. Rien de bizarre, mais l'air était différent dès que je me suis garé. Plus épais d'une certaine manière. Peut-être parce que c'était une nuit chaude. Peut-être à cause de la solitude de l'autoroute. Peut-être à cause de ce qui allait se passer. Je me suis garé près du bâtiment, suis sorti et me suis dirigé vers l'intérieur pour utiliser les toilettes. L'air sentait les pins et les fumées de diesel. Assez normal pour une aire de repos. Quand je suis sorti à nouveau, tout semblait encore normal jusqu'à ce que je remarque un homme. Il se tenait dans la zone herbeuse, près d'un des grands chênes. Pas près du bâtiment, pas près des voitures, juste là. Sa posture était étrange, comme s'il ne savait pas où mettre ses mains. Il n'utilisait pas de téléphone, ne fumait pas, ne se dégourdissait pas les jambes, juste un homme mince en jean foncé et sweat à capuche délavée, regardant droit devant lui vers les lumières de l'aire de repos. Et puis j'ai réalisé qu'il me regardait. Au début, j'ai pensé que je l'imaginais, alors j'ai regardé par-dessus mon épaule pour voir s'il regardait en fait quelqu'un derrière moi, mais non, j'étais la seule à marcher. D'accord, me suis-je murmuré, essayant de ne pas laisser mes nerfs se lire sur mon visage. Juste retourne à la voiture. Tu connais ce sentiment quand tes instincts commencent à bourdonner avant que ton cerveau ne comprenne? C'est ce que c'était. Mon estomac s'est contracté et mon cœur a accéléré un peu. Je suis allé vers ma voiture sans regarder en arrière vers lui. Mais quand j'ai ouvert ma porte et me suis assise au volant, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai levé les yeux. Il regardait toujours, ne faisant pas signe, ne clignant pas des yeux, juste debout là dans la lumière tamisée et inégale avec cette expression étrange et raide comme s'il m'étudiait mais ne voulait pas que je le sache. Mec, qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je murmuré. Il n'était pas comme un méchant de film. Il n'était pas couvert de tatouages, ne tenait rien dans les mains, ne souriait pas, ne faisait pas de gestes menaçants. Mais quelque chose dans sa façon de me regarder était faux. J'ai démarré le moteur, verrouillé les portes et suis parti. En quittant l'aire de repos, j'ai regardé dans mon rétroviseur. Il n'avait pas bougé d'un pouce. J'ai conduit pendant 1h30 de plus avant de finalement m'arrêter à Claremont, au Texas, dans un petit hôtel de bord de route. Pas une chaîne, mais cela avait l'air assez propre. À ce moment-là, j'étais épuisé. Je me suis douché et mangé des collations de mon sac,
ai défilé sans but sur mon téléphone et suis finalement tombé endormi vers minuit. Rien de bizarre ne s'est passé, rien de glauque, juste l'ennui habituel d'un hôtel d'autoroute. Le lendemain matin, j'ai pris un café, ai quitté la chambre et ai continué mon trajet vers la maison. Toute la journée suivante était une longue autoroute vide, des podcasts, de la musique, des arrêts fast-food, rien de mémorable. Au moment où je suis rentré dans mon quartier vers 19h, j'avais l'impression que le voyage avait été normal. L'homme à l'air de repos était passé au fond de mon esprit. Je me suis dit, tu es seul, tu es fatigué. Et il n'était qu'un type au hasard debout bizarrement, détends-toi. Mais cette nuit-là a prouvé que j'avais tort. Très tort. J'étais dans ma cuisine en déballant quand j'ai entendu quelque chose dehors. Pas un coup, plutôt un mouvement, comme des chaussures frottant contre le béton ou quelqu'un changeant de poids sur mon perron. Ce n'était pas fort, juste là. Je me suis dirigé vers la fenêtre près de la porte, ne pensant pas grand-chose. Peut-être un colis, peut-être des ratons laveurs. Mais quand j'ai regardé dehors, mes poumons se sont figés. Mes doigts se sont crispés contre le rebord de la fenêtre. Tout mon corps est devenu froid. Parce que debout sur mon perron, à seulement quelques mètres de ma porte, se trouvait le même homme de l'air de repos, le même sweat à capuche, la même silhouette, la même façon de se tenir. Mais cette fois, il ne regardait pas dans le vide. Cette fois, sa tête était légèrement inclinée comme s'il écoutait quelque chose à l'intérieur de la maison. Il ne frappait pas. Il ne faisait pas les 100 pas. Il attendait juste. Je n'ai pas fait de bruit. J'ai juste allumé la lumière du perron. Au moment où la lumière l'a frappé, il a couru. Sans hésitation, sans confusion. Juste sprinté comme un animal dans la nuit, disparaissant de l'autre côté de la rue et le long du trottoir ombragé. J'ai reculé en chancelant de la fenêtre et j'ai failli laisser tomber mon téléphone en essayant d'appeler quelqu'un. N'importe qui. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli appuyer sur le mauvais contact. J'ai finalement appelé ma meilleure amie, Lily. Au moment où elle a répondu, ma voix s'est brisée. Lyle. Quelqu'un était juste à ma porte. Quoi? Qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis arrêté et j'ai pressé une main contre mon front. C'était le type de l'air de repos. Je le jure devant Dieu, c'était lui. Son ton a changé instantanément. Attends, quoi? Comment aurait-il pu non? Cela n'a pas de sens. Je sais que cela n'en a pas, ai-je dit. C'est ce qui me fait peur. Appelle la police. Je l'ai fait. Ils sont venus, ont fait une rapide inspection, ont posé un tas de questions de routine. Je leur ai tout dit, j'ai même décrit l'air de repos et l'arbre exact sous lequel il s'était tenu. Les officiers étaient polis mais sceptiques. L'un d'eux a dit, « Madame, pourrait-ce être quelqu'un d'autre? Quelqu'un du coin? Peut-être. Cela arrive parfois. Les gens se méprennent sur les gens à distance. » Je sais ce que j'ai vu, ai-je insisté. Il a hoché la tête poliment, mais n'avait pas l'air convaincu. Ils ont patrouillé autour du pâté de maison pendant un petit moment et sont ensuite partis, me laissant fixer ma propre cour avant comme si c'était un ennemi, attendant le prochain mouvement. J'ai à peine dormi. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque voiture passant faisait accélérer mon cœur. Je vérifiais sans cesse mes serrures, vérifiais l'arrière-cour, vérifiais les fenêtres. Mais l'homme n'est jamais revenu. Et une partie de moi a commencé à se demander si peut-être, juste peut-être, les flics avaient raison. Peut-être que je l'avais imaginé. Peut-être que quelqu'un d'autre qui ressemblait à frapper à la mauvaise porte. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux. Parce que le regard qu'il avait sur le visage à l'air de repos n'était pas un regard qu'on oublie. Il était étrange, concentré, intentionnel d'une manière qui ne semblait pas accidentelle. C'était le genre de regard qui reste dans les os. La théorie, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Chacune avait une théorie. Peut-être qu'il t'a suivi, a dit l'un. Comment aurait-il su où elle habitait? A argumenté un autre. Peut-être qu'il habitait près d'elle. C'est une coïncidence folle. Peut-être qu'elle confond deux types différents. Cela arrive. Mais je sais ce que j'ai vu. Et la partie qui me tient parfois éveillé, même maintenant, c'est le timing. Il ne m'a pas suivi à l'hôtel. J'ai vérifié les images de surveillance avec le manager plus tard. Rien. Pas de voiture comme la sienne. Pas de sweat à capuche, pas d'homme correspondant à sa carrure. Alors, comment diable était-il soudainement chez moi à des centaines de kilomètres de là? Comment m'a-t-il trouvé? Je n'ai pas la réponse. Je repasse encore la question trop souvent la nuit. La partie la plus étrange. 2 mois plus tard, en conduisant vers l'épicerie, j'ai vu une affiche de personnes disparues sur un poteau téléphonique. Un jeune homme de 2 villes plus loin, vu pour la dernière fois portant un sweat à capuche foncé et un jean, décrit comme calme, mince, socialement renfermé. La photo n'était pas claire, et quelque chose dans le visage semblait familier, mais c'était difficile à dire.
Je l'ai fixé longtemps dans ma voiture garée. Était-ce lui, ou est-ce que je forçais des connexions parce que j'avais peur? Je ne saurais jamais. Je verrouille toujours mes portes plus tôt que je ne le faisais. J'évite toujours les aires de repos la nuit. Et parfois tard dans la nuit, quand la maison se tait ou qu'un arbre frotte ma fenêtre. Je me réveille en sursaut, pensant qu'il est de retour. Mais il n'est jamais revenu. Pas une seule fois. Et cela me fait peur d'une certaine manière, parce que cela signifie qu'il ne voulait pas quelque chose de simple. Il voulait quelque chose de spécifique. Peut-être qu'il m'a prise pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il était juste profondément instable. Peut-être qu'il habitait vraiment près de chez moi. Peut-être que c'était vraiment toute une pile de coïncidences. Ou peut-être qu'il m'a trouvé parce qu'il le voulait. Et quand la lumière du perron l'a exposé, il a réalisé qu'il avait fait une erreur. Une erreur qui l'a fait courir. Mais de temps en temps, quand je conduis sur de longues autoroutes vides et que la nuit devient trop silencieuse, je vérifie toujours mon rétroviseur parce que parfois la route te montre quelqu'un une fois et ils réapparaissent là où tu t'y attends le moins. Et parfois une fois suffit. Je pensais toujours que les voyages en voiture avec ma meilleure amie étaient l'endroit le plus sûr du monde. Je pensais toujours que les voyages en voiture avec ma meilleure amie étaient l'endroit le plus sûr du monde. Notre propre petite évasion de tout le stress que la vie nous jetait. À l'époque, j'avais 24 ans, travaillant des doubles quarts dans un restaurant du nord de l'Indiana, épuisé et honnêtement un peu à la dérive. Ma meilleure amie Riley était celle qui m'avait convaincu de faire ce voyage. Elle a dit que nous méritions une remise à zéro, ce qui était sa façon douce de dire que j'avais besoin d'arrêter de me noyer dans ma propre surréflexion. Nous étions amis depuis la première année du lycée. Deux filles maladroites portant des vestes de friperie essayant de faire comme si nous savions quelque chose sur le monde. Elle est devenue le genre fort et audacieux, et je suis resté d'une certaine manière l'observatrice silencieuse. Mais nous nous équilibrions mutuellement. Elle me sortait de ma coquille. Je la sortais des ennuis, ou du moins j'essayais. Le plan était simple. Conduire de l'Indiana à Colorado Springs pour un voyage de 3 jours entre filles. Pas de responsabilité, pas d'horaire, juste une Toyota bleue délabrée et des collations bon marché de station-service. Nous avons fait nos bagages légers, sweat à capuche, leggings, un appareil photo jetable qu'elle insistait pour apporter, et une playlist intitulée « Vib mauvaise décision ». Tout semblait normal, sûr, comme si le monde était en pause. Mais je te jure, parfois les pires choses ne s'annoncent pas. Elles s'infiltrent tranquillement, déguisées en une nuit normale sur l'autoroute. Et cette nuit, celle dont je ne peux toujours pas penser sans que mon estomac se retourne, a commencé aussi simplement. Nous étions quelque part dans l'est du Kansas quand le soleil a finalement plongé et que le ciel est devenu ce violet brumeux. Riley Dormate. Son sweat à capuche était tiré sur son visage, la bouche légèrement ouverte tandis qu'elle ronflait comme un vieux chien. Je riais tranquillement chaque fois qu'elle faisait ce petit sifflement avec son nez. « Fille, ça va ?» ai-je murmuré, la poussant. Elle n'a même pas bougé. J'ai roulé des yeux et j'ai continué à conduire. L'autoroute s'étendait infiniment devant nous, vide, sauf pour le camion occasionnel passant. C'était paisible, presque trop paisible, le genre de silence qui vous fait commencer à penser à des choses que vous essayez d'ignorer. Je me souviens d'avoir regardé l'heure, 23h42. Nous étions à environ 5 heures d'atteindre le Colorado. Je me suis dit que je pouvais continuer, mais mes paupières semblaient faites de béton. J'avais besoin d'une pause. Même une sieste de 15 minutes aiderait. J'ai repéré un panneau. Centre de voyage Pilot, sortie 217. Nurture, douches, parking, parfait. Riley, ai-je dit, secouant sa cuisse. Je vais m'arrêter et faire un somme. Elle s'est étirée comme un chat. Où sommes-nous? Kansas. La partie de nulle part. On a passé quelque chose de cool. Non, à moins que tu aimes les vaches et l'herbe morte. Degulas. Elle a frotté ses yeux. D'accord. Ouais, arrêtons-nous. Je ne le savais pas encore, mais décider de s'arrêter l'a été la première erreur. Le Pilot n'était rien de spécial. Juste un grand bâtiment brillant avec des pompes à camions d'un côté et une zone de parking plus calme pour les voitures de l'autre. Le lot avait 3 rangées principales pour le parking de nuit et la dernière rangée était inclinée près d'une haute clôture en maille avec un panneau « Accès interdit ». Environ 10 camionnettes et camions étaient déjà garés, la plupart avec des rideaux tirés ou des couvertures scotchées sur les fenêtres. Des gens se reposant, des gens comme nous. Je me suis garé dans une place près du bâtiment sous la lumière la plus brillante parce que cela semblait toujours le plus sûr. « Tu veux quelque chose ?» ai-je demandé. « Un coca ?» Elle a marmonné. « Et peut-être des chétos piquants. »« Tu es folle » ai-je murmuré. « C'est minuit. » Et elle a souri. «
Elle est restée dans la voiture pendant que j'allais à l'intérieur. J'ai pris des boissons, des collations et 2 bouteilles d'eau. Quand je suis ressorti, elle était déjà inclinée dans son siège, défilant sur TikTok. « Je vais faire une sieste de 20 minutes, lui ai-je dit. « Paris !» « Je monte la garde, a-t-elle dit, trahissant immédiatement cette promesse en bâillant, si fort que sa mâchoire a craqué. J'ai incliné mon siège, tiré mon sweat à capuche jusqu'à mon menton, et j'ai laissé le bourdonnement du parking m'endormir. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi avant que cela n'arrive. Peut-être 1 heure, peut-être moins. Mais quelque chose m'a réveillé. Des pas juste à l'extérieur de ma porte. Lourd, venant de derrière le côté passager et s'arrêtant directement à côté de moi. Mes yeux se sont ouverts en grand. Et c'est alors que je l'ai vu. Un homme, la trentaine peut-être, barbe hirsute, casquette de baseball sale, veste trop grande, s'éloignait de notre voiture. Il a dû remarquer un mouvement parce qu'il a soudainement tourné la tête, m'a vu le fixer, m'a fait un petit signe de la main décontractée, et ensuite il est revenu droit vers ma fenêtre. Riley s'est redressée instantanément. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle murmuré. Il a atteint ma fenêtre et s'est penché légèrement. « Et là ?» a-t-il dit, voix trop joyeuse pour minuit. « Désolé de vous réveiller. Ma voiture ne démarre pas. J'espérais que vous pourriez me donner un coup de démarreur. » Son accent était du Midwest, mais plus rude, comme s'il avait fumé toute sa vie. J'aurais dû dire non. Mais à moitié endormi et déstabilisé, j'ai marmonné « je veux dire, bien sûr, je suppose. » Riley m'a lancé un regard comme si elle disait « Tu es stupide. »« Super, » a-t-il dit, reculant. « Suivez-moi juste. » Il a commencé à marcher vers la rangée du fond, la rangée près de la clôture, la plus sombre. J'ai mis la voiture en marche et Riley m'a frappé le bras. « Mec, non. Bon sang non. Pourquoi aurais-tu dit oui ?» J'ai paniqué. Je ne pensais pas. Eh bien, réfléchis maintenant. C'est bizarre comme l'enfer. Je sais. Je vais juste voir quelle est la situation. Nous garderons les portes verrouillées. Fille, nous ne sommes pas des mécaniciennes à minuit dans le Kansas, a-t-elle marmonné. Ce type pourrait être un tueur en série pur et simple. J'ai avalé difficilement. Elle n'avait pas tort. Il continuait à marcher vers l'arrière, vers une caravane délabrée garée de travers à côté d'un vieux pick-up rempli de tas de débris aléatoires. Quelque chose en moi criait d'arrêter, alors je l'ai fait. À mi-chemin de la rangée, j'ai arrêté la voiture. L'homme a remarqué et a commencé à agiter frénétiquement. « Allez, avancez juste ici. Avancez juste. » Riley a murmur. Non, absolument pas. Il essaie de nous coincer. Le positionnement était serré. Juste assez d'espace pour qu'une voiture se faufile maladroitement entre la caravane et le camion. « Pas question, » ai-je murmuré. Mais pour une raison stupide d'instinct plutôt que de logique, j'ai avancé un peu plus, gardant toujours de la distance. L'homme agitait des câbles de démarrage, me faisant signe agressivement. Puis la porte de la caravane s'est ouverte. Une femme est sortie rapidement comme si elle attendait. Ses cheveux étaient emmêlés, longs et filandreux. Ses yeux étaient grands, frénétiques. Elle a commencé à me faire signe aussi. « Avancez !» a-t-elle crié. « Avancez juste. » Recule, a murmur Riley. Tout de suite. La femme continuait à crier. « Don, n'aie pas peur, chérie. Viens juste. » Je pouvais voir un mouvement dans la caravane. Des ombres se déplaçant. Mes mains tremblaient. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. J'ai crié à travers la fenêtre fermée. « Les câbles doivent atteindre d'ici. Je n'entre pas là. » Son expression a basculé d'amicale à furieuse. « Avancez !» a-t-elle crié, voix cassante. C'est alors que l'homme a couru vers elle, criant « Bon sang, tais-toi !» Rentrez. Rentrez. Ils se sont disputés, voix étouffée mais en colère. J'ai eu la soudaine réalisation nauséabonde. Il s'attendait à ce que la voiture soit piégée entre la caravane et le camion. Il s'est approché de ma fenêtre à nouveau, plus calme maintenant. « Avancez juste un peu plus », a-t-il dit doucement. Trop doucement. Encore 5 pieds et je peux brancher. On aura fini en 2 minutes. Riley secouait la tête violemment. « Bah, bah, bah. »« Je suis désolé, » ai-je dit, le fixant. « Je ne peux pas aider avec ça. » Son visage a tressailli de frustration. « Sérieusement ?» a-t-il claqué. « Ma mère est malade. Je dois rentrer à la maison. »« Ce n'est pas mon problème, » ai-je dit, voix cassante. Puis j'ai mis la marche arrière. Il a fait un pas vers la voiture. La femme a éclaté de nouveau hors de la caravane, criant sur lui,
nous pointant du doigt comme si la culpabilité rebondissait entre eux. Je n'ai pas attendu. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur en arrière, évitant le lit de la benne remplie d'ordures de quelques centimètres. Nous sommes sortis du parking si vite que les pneus ont crissé. Je n'ai pas arrêté de conduire pendant 10 minutes. Mes mains tremblaient si fort que j'ai pensé que je pourrais avoir un accident. Qu'est-ce que c'était que ça? Riley ne cessait de dire « Qu'est-ce que c'était que ça, bon sang ?» Je ne sais pas, ai-je murmuré. Mais je savais. Et elle aussi. Ils n'étaient pas en panne. Ils n'essayaient pas de démarrer une batterie morte. Ils attendaient. Attendant la bonne voiture. Attendant la bonne fille. Attendant quelqu'un à moitié endormi. Quelqu'un de trop confiant. Quelqu'un qui ne remettrait pas les choses en question jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous avons conduit encore 1 heure avant de trouver une station-service bien éclairée plus près de la ville. Nous nous sommes garés sous une caméra entre 2 caravanes avec des familles à l'intérieur. Nous n'avons pas parlé. Nous avons à peine respiré. Je ne pense pas qu'aucune de nous ait vraiment dormi le reste de la nuit et même maintenant, des mois plus tard, je repasse encore cela. Et si je ne m'étais pas réveillé? Et si j'étais entré dans cet espace étroit? Et si nous étions sortis de la voiture? Serions-nous encore là? Ces questions me hantent plus que toute autre chose. Je ne saurais jamais ce que ces gens préparaient. Re-element. Mais je sais bon sang que ce n'était pas un coup de démarreur. Et je sais une chose de plus. Chaque fois que les gens me disent que les voyages en voiture sont sûrs, que le Midwest est amical, ou que les étrangers sur la route sont juste de braves gens essayant de rentrer chez eux, je ressens ce frisson glacial le long de mon épine dorsale. Parce que maintenant je sais que certaines personnes ne font pas signe pour de l'aide. Elles vous font signe dans un piège. Je pensais toujours que les longs voyages en voiture réparaient les choses dont je ne parlais jamais. La solitude, l'épuisement, le sentiment que ma vie à Bloom, dans le Missouri, rétrécissait autour de moi comme une petite boîte suffocante. Après avoir perdu mon emploi au magazine de voyage l'hiver dernier, les choses avaient dégénéré rapidement. Mes amis commençaient à avoir des promotions, des fiançailles, des enfants, et je suis resté bloqué, 26 ans, vivant dans un appartement exigu au-dessus d'une laverie avec une voiture qui claquait chaque fois que je dépassais les 80 km/h. Alors, quand j'ai finalement assez économisé pour faire un voyage en solitaire jusqu'à Sundown Valley, au Texas, pour rendre visite à ma meilleure amie d'enfance, je l'ai traité comme une sorte de remise à zéro personnelle. Ma mère avait pleuré quand j'ai fait mes valises dans le coffre. Léa, bébé, appelle-moi juste toutes les quelques heures. Tu sais comment sont ces autoroutes après la tombée de la nuit. Je n'avais rien fait que rire. Maman, ça ira. Les gens font des voyages en solitaire tout le temps. Mais au fond de moi, il y avait un sentiment bizarre que je ne pouvais pas expliquer. Une sorte de pression derrière les côtes, comme si quelque chose attendait de se produire. Je l'ai écarté. L'anxiété est même joué des tours ces derniers temps. Et puis le voyage a commencé. L'autoroute s'étendait comme un ruban noir tandis que je traversais le sud du Missouri. L'air sentait le pin, la pluie et le latte à la vanille bon marché que j'avais renversé sur le siège passager. Ma playlist passait de vieilles chansons du lycée. Des chansons qui portaient des souvenirs qui n'étaient plus aussi doux maintenant. Après 8 heures de conduite, le ciel est devenu violet meurtri, puis noir d'encre. Le trafic s'est amenuisé jusqu'à ce que je me sente comme la seule personne restée sur la planète. Quelque part après la frontière de l'Arkansas, mon GPS a commencé à bugger. Recalcule. Signal perdu. Super, ai-je marmonné. Juste super, bon sang. La route est devenue plus vide, plus silencieuse. Pas de station-service, pas de restaurant, pas même ces panneaux publicitaires ringards avec des cow-boys tenant des hamburgers géants, juste des bois sombres sans fin des deux côtés et le bourdonnement faible de mon moteur. Vers 0h21, l'épuisement a rendu mes paupières lourdes. Je n'avais pas mangé depuis l'après-midi. Ma gorge était sèche et ma vessie en avait absolument assez de moi. C'est alors que je l'ai vu. Un panneau métallique bleu reflétant mes phares. Aire de repos. 1 mile. 24 heures. Pas de sécurité sur place. Eh bien, c'est réconfortant, ai-je marmonné. Mais après 2 heures à ne rien voir, je n'avais pas beaucoup d'options. L'aire de repos était nichée derrière une ligne d'épais pins comme si elle se cachait. Le parking était long, fissuré et mal éclairé. Une seule lampe vacillante bourdonnait au-dessus du bâtiment des toilettes. Pas de voiture, pas de camion, pas de voyageurs de nuit. Juste moi. Léa, tu peux le faire, me suis-je murmuré, serrant le volant un peu plus fort. Entre et sors. 2 minutes. Je me suis garé juste devant le bâtiment et j'ai pris la petite bombe de poivre de Cayenne que ma mère m'avait forcé à garder à l'intérieur. L'aire de repos sentait le carrelage froid,
l'eau de serpillière vieille, et quelque chose de métallique sous la surface. Du sang, de la rouille. Je ne pouvais pas dire. Les distributeurs automatiques bourdonnaient, fort comme s'ils luttaient. La porte des toilettes pour femmes a grincé quand je l'ai poussée. « Bonjour » ai-je appelé par pure habitude. Pas de réponse. Je suis entré, me suis soulagé rapidement, me suis lavé les mains, me suis éclaboussé de l'eau froide sur le visage fatigué, et j'ai pris une profonde respiration. Puis, boum, un soudain pas lourd dehors. Je me suis figé. Un autre, plus près, lent, mesuré. Le genre de pas qui n'était pas décontracté. Ils étaient délibérés. Mon souffle s'est coupé. Je me suis penché vers l'entrée de la salle de bain, écoutant attentivement. Quelqu'un s'est arrêté juste devant les toilettes pour femmes. Je pouvais sentir une présence. Lord, immobile. Bonjour, ai-je dit encore, mais plus doucement cette fois. Pas de réponse. Au lieu de cela, Bang. J'ai sursauté, mon cœur claquant contre mes côtes. Quelqu'un a frappé la porte de la salle de bain fort. Une fois, puis encore, plus vite, plus fort. La porte n'était pas verrouillée. Elle ne pouvait pas se verrouiller. Tout ce qu'ils avaient à faire était de la pousser. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont fait que continuer à frapper. Et, ai-je crié, forçant ma voix à paraître forte. Recule, mec. Pas de voix en réponse. Pas de rire, pas de mots, juste des coups violents et bruyants. Puis soudain, silence. Silence de mort. Mon pouls martelait dans mes oreilles. Des pas lents ont commencé à s'éloigner. Puis la porte du hall a grincé, s'est fermée, et tout le bâtiment est redevenu silencieux. J'ai attendu 1 minute, 2, 3. Finalement, je me suis forcé à sortir. Bombe de poivre levée, main tremblante. Personne. Le distributeur automatique bourdonnait. Une mythe voltigeait contre la lumière bourdonnante. L'air semblait plus froid qu'avant. Je me suis précipité vers ma voiture. Toujours pas d'autres véhicules. Toujours pas de bruit de quelqu'un s'éloignant en voiture. Où diable est-il allé ? Ai-je murmuré. J'ai démarré le moteur. La route de sortie étroite s'étendait devant. Juste une voie coupée entre des bois sombres des deux côtés. Alors que j'avançais, les phares tranchant à travers les arbres. Un homme est sorti des bois. Mon pied a enfoncé les freins si fort que la ceinture de sécurité m'a frappé la poitrine. Il se tenait là, environ 40 ans, peut-être plus, avec de longs cheveux grisonnants, une barbe hirsute, une épaisse veste de champ marron et des bottes qui semblaient avoir marché des kilomètres. Son visage avait des rides profondes comme des falaises taillées par la colère. Ses yeux ne clignaient pas. Cela m'a frappé instantanément. C'était celui qui avait frappé à la porte. Mon Dieu, non, ai-je murmuré. Il n'a pas bougé, n'a pas fait signe, n'a pas signalé, juste regardé. J'ai essayé d'avancer un peu. Il s'est approché. J'ai reculé. Il a marché plus vite. Qu'est-ce que tu veux ? Ai-je crié à travers le verre. Il n'a pas répondu, juste continué à avancer. J'ai enfoncé la marche arrière et j'ai appuyé à fond. Du gravier s'est dispersé derrière moi, tandis que je reculais en trombe dans le parking. Il a commencé à courir. Sprint complet, bottes martelant l'asphalte, mains tendues comme des griffes. Allez, 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 ai-je pleuré, tournant le volant. J'ai foncé vers l'entrée. C'était une route à sens unique. Les voitures étaient censées entrer depuis l'autoroute, pas en sortir. Je m'en fichais. Je l'ai prise quand même. Si quelqu'un était entré à ce moment précis, je serais morte. Mais la chance a tenu. J'ai éclaté hors de l'entrée, et fait un virage à droite presque illégal, et j'ai foncé sur l'autoroute. Ma voiture claquait de vitesse. Les arbres défilaient. Mes mains tremblaient incontrôlablement. Alors que je passais la sortie normale, où l'aire de repos rejoignait l'autoroute, mes phares l'ont capté à nouveau. Debout sur le bas-côté, me faisant face, me regardant partir comme s'il savait déjà que je passerais par là. Ma gorge s'est fermée. Les larmes ont brouillé mes yeux. J'ai conduit 15 miles avant d'appeler le 911. « Madame, calmez-vous. » L'opératrice ne cessait de répéter « Nous enverrons un officier vérifier. » Mais je n'ai jamais rien entendu par la suite, et cela aurait dû être la fin, aurait dû être. Mais 3 nuits plus tard, après avoir atteint Sundown Valley, après avoir finalement détendu, après m'être dit que c'était juste un vagabond aléatoire, j'ai entendu quelque chose à l'extérieur de l'appartement de mon ami. Des pas lourds, lents, délibérés. Puis un doux coup à la porte d'entrée. 3 tapes. Juste comme les coups à l'aire de repos, je me suis figé dans le couloir. « Léa » a appelé mon ami depuis le salon. « Tu attends quelqu'un » ? « Non » ai-je murmuré, mon cœur sombrant.
Je me suis dirigé vers le Judas avec des mains tremblantes. J.I. regardedeors, ma vision seretrecissant. Debout sous la lumière du perron se trouvait le même homme. Même cheveux, même veste, même bottes, visage à moitié dans l'ombre. Il a levé la tête et a souri. Un sourire lent qui n'a jamais atteint ses yeux, comme s'il avait attendu, suivi, traqué. Mon souffle s'est brisé. J'ai trébuché en arrière. Mon amie, confuse, m'a dépassé et a regardé par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu connais ce type? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas parce que dès qu'elle a regardé, il a reculé dans l'obscurité et a disparu. Nous avons appelé la police à nouveau. Ils n'ont rien trouvé. Pas d'empreinte. Pas de signe de lui sur les caméras. Rien. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. Parce que quelque part au fond de moi, je savais qu'il ne m'avait pas suivi pour mon portefeuille. Il ne m'avait pas suivi pour ma voiture. Il m'avait suivi parce que j'avais été seul, vulnérable, facile à coincer dans cette ère de repos silencieuse. Et peut-être parce qu'une fois qu'il avait vu mon visage, il ne voulait pas l'oublier. Je suis rentré chez moi 3 semaines plus tard. J'ai arrêté de voyager. J'ai commencé à dormir avec les lumières allumées. Et de temps en temps, quand je conduis tard dans la nuit et que je passe une zone boisée tranquille, je jure que je peux voir une silhouette près de la lisière des arbres, juste debout à regarder, attendant que je m'arrête à nouveau. Je ne pense pas qu'il est fini. Pas encore. Je n'avais jamais prévu de raconter à quiconque ce qui s'était passé lors de ce voyage, principalement parce que chaque fois que j'y pense, mes mains tremblent encore. Mais certains souvenirs ne s'estompent pas, peu importe à quel point tu veux qu'ils le fassent. Le mien a commencé l'été dernier quand l'école a finalement pris fin et que j'ai convaincu ma petite amie Riley Hart de faire un petit voyage en voiture avec moi de Kansas City, Missouri jusqu'à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Riley et moi étions ensemble depuis 3 ans. Elle était bruyante, drôle, chaotique, sarcastique, impulsive, et d'une certaine manière encore l'être humain le plus calme que je connaissais quand les choses tournaient mal. Je plaisantais toujours qu'elle pouvait garder son sang-froid, même si le toit de notre maison s'envolait. Moi, en revanche, j'étais le type anxieux planificateur, reine de Google Maps, obsédé par les trousses d'urgence, et toujours en train de vérifier chaque salle de bain de station-service comme si un meurtrier vivait dans la dernière cabine. Ava, riait-elle toujours. Tu dois te détendre. Nous conduisons juste. C'est le Midwest, pas un film d'horreur. Mais elle n'a pas dit cela cette fois parce qu'elle a fini par être la plus terrifiée. Nous sommes partis un vendredi matin vers 9h. Riley a attrapé le câble auxiliaire et a dit « Tu conduis d'abord. » Mon café n'a pas encore fait effet. « Le mien ne fait jamais effet, » ai-je marmonné, ajustant mon siège. Elle a ri. « Ouais, eh bien, c'est pour ça que je suis la marrante. » Nous avons pris l'Interstate 35, avons conduit à travers le trafic matinal normal, nous sommes arrêtés dans un petit restaurant près de Wichita où un couple âgé servait de la tarte aux myrtilles. Nous avons ri, pris des photos, écouté de la musique, et nous sommes plaintes de nos élèves comme n'importe quels enseignants épuisés le feraient. Rien d'étrange, rien de décalé, juste 2 petites amies profitant du début de l'été. Au coucher du soleil, nous passions par Amarillo, prévoyant d'atteindre Albuquerque plus tard cette nuit. Si j'avais su ce qui arrivait, j'aurais peut-être fait demi-tour sur le champ. 20h27. Nous nous sommes arrêtés dans une grande station-service pour camions appelée Rock Ridge Travel Plaza. Cela ressemblait à n'importe quel autre centre routier américain animé. Lumière vive, rangée de semi-remorques, un grand magasin de proximité avec des douches, des collations et des sodas frais. Riley a dit « Je vais aux toilettes et prendre des collations. Tu fais le plein. » J'ai compris. Je suis sorti. J'ai fait le plein et j'ai remarqué quelque chose d'un peu étrange. Dans le coin éloigné, un vieux pick-up beige ralentissait, phares éteints, moteur tournant, vitres teintées foncées. Je ne pouvais pas voir le conducteur du tout. Je n'y ai pas trop pensé. Les camionneurs font la sieste dans leur véhicule tout le temps. Après le plein, je suis allé aux toilettes, puis je suis retourné à la voiture. Riley a pris quelques minutes de plus, mais est sorti avec un sac géant de collation. Noix demais, peches enaneux, viande de bœuf séché, te glacé. Accumulatrice, ai-je taquiné. Taxe de voyage en voiture. Elle a souri. Nous avons quitté la station-service comme si de rien n'était, mais rien dans cet endroit n'était rien. Vers 21h, une fois que nous étions de retour sur l'autoroute, le trafic était encore convenable. Je conduisais pendant que Riley défilait sur son téléphone. Mais 1 heure plus tard, la route s'est amenuisée. L'obscurité s'est installée. C'est alors que je l'ai remarqué dans mon miroir. Le même pick-up beige de l'arrêt. Riley l'a regardé aussi. C'est celui d'avant.
Probablement une coïncidence, ai-je dit. Mais j'ai reconnu le pare-choc cabossé, le phare gauche brumeux. Il ne nous dépassait pas. Il ne s'éloignait pas. Il restait juste derrière nous. Riley s'est déplacé inconfortablement. Mec, il ne dépasse pas. Tout le monde d'autres dépasse. Je sais, ai-je admis, mais j'ai essayé de ne pas paniquer. Une autre heure a passé. Le pick-up est resté. 21h58. Nos deux téléphones indiquaient « pas de service ». Riley et Jamie. Sérieusement, nous sommes toujours en 2024, non? Nos cartes ont gelé. Pas de direction. Ne panique pas, lui ai-je dit. L'autoroute est basically droite. Mais j'étais nerveuse. Quelques minutes plus tard, j'ai vu une sortie pour la route 287. Cela ressemblait à la connexion vers l'autoroute dont nous avions besoin. Alors je l'ai prise. Le pick-up l'a prise aussi. Riley s'est redressé. Ava, ce n'est plus une coïncidence. Après la sortie, nous avons vu des panneaux de construction. Travaux routiers à venir. Determined. De brillantes flèches nous ont pointé vers une route plus petite, puis une route encore plus petite à une voie, puis une route de campagne étroite, puis une route en terre. Mon estomac s'est tordu. Ça ne peut pas être juste, a murmuré Riley. Pourquoi sommes-nous les seuls sur ce détournement? Le pick-up est resté derrière nous. Même distance, même suivi lent. Pas trop près, pas trop loin, comme s'il nous harcelait, nous guidait ou nous coinçait. Plus loin, un panneau géant indiquait « route fermée ». Pas de passage. Je me suis arrêté. Le pick-up s'est arrêté. Riley m'a attrapé le bras. Fais demi-tour. Maintenant. J'ai commencé un demi-tour. Le pick-up a bougé aussi. Mais au lieu de faire demi-tour, il s'est mis de travers et a bloqué toute la route étroite. Fares 18. Moteur ronronnant tranquillement. Une silhouette sombre derrière le volant. La voix de Riley s'est brisée. Ava, avance. Avance maintenant. Ma poitrine se sentait comme si elle rétrécissait. J'ai tourné le volant en arrière, j'ai conduit vers la barrière, et j'ai coupé légèrement hors route pour contourner le panneau « route fermée ». À l'instant où je l'ai contourné, le pick-up a sursauté en avant vite, comme s'il réalisait soudainement que nous nous échappions. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. La route en terre était noire comme du pitch. Pas de maison, pas de lampadaire, rien que des broussailles du désert et nos phares tranchant la nuit. Riley a regardé en arrière. Il accélère. Ava, basi griega, basi griega, basi griega. J'y vais. Le moteur a rugi. Du gravier a jailli derrière nous. Mon cœur martelait si fort que je ne pouvais pas entendre mes pensées. Plus loin, une intersection en T. Gauche ou droite? Pas le temps. J'ai tourné brusquement à gauche. Le pick-up a dépassé le virage d'une seconde, nous donnant quelques mètres de distance. Au prochain embranchement, j'ai fait quelque chose de téméraire. J'ai éteint les phares. Riley a crie. Tu es complètement follé. Fais-moi juste confiance. Nous avons rampé dans l'obscurité, nous guidant par le clair de lune le plus faible. La voiture claquait violemment sur le sol accidenté. Le pick-up a ronronné au-delà de l'intersection. Il ne nous voyait pas dans le noir. Il continuait tout droit vers nulle part. Nous l'avons perdu. Riley a murmuré, tremblante, mais j'ai refusé de m'arrêter. Pendant les 30, 40 minutes suivantes, nous avons navigué sur des pistes de gravier aléatoires et des routes de ferme oubliées. Pas de lumière, pas de service cellulaire, juste la peur et des décisions de jugement. Finalement, comme un miracle, l'autoroute principale est réapparue. Nous nous sommes fusionnés dessus. Le signal est revenu sur les deux téléphones au même moment. Riley a exhalé si fort qu'elle a failli sangloter. Ava, qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais pas, ai-je murmuré, mais je savais. Et au fond d'elle-même, elle aussi. Le lendemain matin au motel d'Albuquerque, nous sommes descendus pour le petit déjeuner. Riley défilait paresseusement sur son téléphone quand soudain sa cuillère est tombée. Ava, regarde. C'était une alerte d'actualité locale. 2 femmes disparues près des routes de campagne de la route 287. La police a averti les conducteurs de ne pas suivre les panneaux de détournement non autorisés. Des témoins ont signalé un vieux pick-up beige près de la zone. Non autorisé signifiant que les panneaux n'étaient pas réels. Quelqu'un les avait placés. Quelqu'un qui utilisait ce chemin. Quelqu'un qui chassait dans cette zone. Quelqu'un qui suivait des femmes hors de la route principale. Mes mains sont devenues froides. Riley a murmuré « Ava, ce camion. » C'était le même modèle. Je ne pouvais pas parler.
Nous aurions pu être elle. Nous aurions pu disparaître sur cette route en terre et personne n'aurait jamais su où chercher. 3 jours plus tard, en conduisant de retour vers Kansas City, Riley est restée silencieuse pendant la plupart du trajet. « Ava » a-t-elle finalement dit. « Ouais, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » « Quoi ?» Elle a avalé difficilement. Quand j'étais à l'intérieur de la station-service, un type s'est approché de moi. Il m'a dit « Les jolies filles ne devraient pas être ici seules. » Sa voix était décalée, comme effrayante décalée. Ma peau s'est hérissée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit alors? Je ne voulais pas te faire paniquer. Je me suis juste éloigné. Mais Ava, je pense qu'il m'a suivi dehors. Je pense qu'il a vu notre voiture. Je pense qu'il a attendu. Tout s'est mis en place. Les panneaux de détournement, le suivi, la route bloquée, la poursuite. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas une coïncidence. Nous étions ciblés. Riley refuse toujours de conduire la nuit. Je vérifie toujours mon rétroviseur toutes les quelques minutes, même en plein jour. Parfois tard dans la nuit, je jure que j'entends encore le grondement du moteur de ce pick-up derrière nous. Parfois je rêve de la silhouette sombre assise derrière le verre teinté. Et parfois je vérifie les actualités, mais ils n'ont jamais attrapé personne. Pas de suspect, pas de piste, juste cette description floue. Vieux pick-up beige, conducteur masculin, motif inconnu, et la peur silencieuse que quelque part là-bas sur une autoroute isolée, une autre paire de femmes pourrait s'arrêter dans une station-service juste comme nous l'avions fait. Et ils pourraient être assis dans le coin à nouveau, moteur tournant, en attendant. Je n'aurais jamais pensé que le trajet de retour à la maison après la remise des diplômes serait la partie de l'université dont je me souviendrai le plus. Pas les 4 années d'examen, de pizza tard le soir, de colocataires, de chagrin d'amour ou des soirées campus bizarres. Mais cette nuit, cette autoroute américaine vide est l'homme dont je rêve encore. Je m'appelle Brianna Thorne et je venais de terminer mon diplôme en sociologie d'une petite université du nord du Wisconsin. Obtenir mon diplôme aurait dû ressembler à un triomphe, mais si je suis honnête, j'étais épuisé émotionnellement, financièrement, mentalement. L'université m'avait coûté cher de façon que je n'étais pas prête à admettre à voix haute. Je conduisais de retour vers ma ville natale dans l'Indiana, à environ 10 heures de là. C'était censé être ce voyage en voiture joyeux et libérateur. Mes amis avaient même essayé de me convaincre de le diviser en 2 jours et de m'écraser dans un motel quelque part à mi-chemin, mais je n'avais pas d'argent pour le motel. Bon sang, j'avais à peine de l'argent pour l'épicerie. Mes prêts étudiants attendaient comme des loups. Et ma vieille Honda Civic argentée 2007 délabrée, celle avec le bruit de cliquetis bizarre sous le capot, tournait sur du temps emprunté. Pourtant, j'ai chargé mes vêtements, mon étagère de friperie, une valise usée, et les débris universitaires restants, et j'ai commencé le trajet de retour dans cette voiture. Elle avait plus de 360 000 km, des pneus dépareillés, et de nouveaux freins que j'avais achetés d'occasion à un type nommé Stitch parce que le prix de l'atelier était trop élevé. Waze. La vie était glamour, mais je me suis dit, ça va, tu vas rentrer chez toi. C'est juste un jour. Et pour la plupart du trajet, j'avais raison. Jusqu'à la partie du voyage que je souhaite pouvoir effacer. Il était environ 21h40 quand les vrais ennuis ont commencé. Je n'étais qu'à 2 heures de la maison. Quelque part le long d'un tronçon tranquille de l'autoroute 41. Forêt des 2 côtés. Pas de panneaux publicitaires, pas de station-service, pas de maison, pas de lumière. Juste cette obscurité épaisse et sans fin pour laquelle les routes de campagne américaines sont connues. Mon téléphone était déjà tombé à 18%, et le signal tenait à peine. Je ne cessais de me dire « Allez, Bri, pousse juste un peu. Tu es presque à la maison. Maman prépare le dîner, tu te souviens. » Mais juste au moment où je prenais un virage, ma voiture a poussé ce grognement profond et affreux comme si le moteur s'étouffait et un témoin d'avertissement s'est allumé. Puis un autre. Puis toute la voiture a tremblé. Ne me fais pas ça. Sérieusement, ai-je murmuré, serrant le volant. La Civic a toussé 2 fois, et est morte. J'ai roulé sur l'accotement de gravier, tandis que le moteur se cliquetait dans le silence. Pendant une seconde, je suis juste resté assise là, les 2 mains toujours sur le volant, le cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Bon sang. Naturellement, j'ai essayé le démarreur. Clickers. Gemissement. Puis rien que l'obscurité morte. Le tableau de bord est devenu noir et la route autour de moi aussi. J'ai attrapé mon téléphone, le tenant comme si cela aiderait magiquement. Pas de service, pas même une barre. Génial, ai-je marmonné. Parfait. J'adore ça pour moi. Dehors, les bois étaient si silencieux que cela ne semblait pas réel.
Pas même de criquets. Juste le vent caressant les arbres. Ce son creux et sourd qui siffle. J'avais grandi dans la petite ville américaine. Je n'avais pas peur de la nature, mais quelque chose dans ce silence semblait faux, comme si les bois écoutaient. J'ai pensé à rester dans la voiture, mais si personne ne passait, je pourrais y être jusqu'au matin. J'ai pensé à sortir et marcher, mais où irais-je? Je n'avais pas vu de station-service depuis plus de 50 km. L'isolement m'a frappé d'un seul coup, fort. Puis je me suis souvenu de quelque chose que mon père m'avait dit une fois. Si ta voiture tombe en panne la nuit, reste à l'intérieur. Les gens dehors ne sont pas toujours de bonnes personnes. À l'époque, j'avais roulé des yeux. Mais maintenant, ce conseil s'enroulait autour de ma colonne vertébrale comme de la glace. Je suis resté assise là pendant environ 10 minutes essayant d'obtenir même le plus petit indice de service téléphonique. Je le tenais près du pare-brise, près du plafond. J'ai même plaisanté à voix haute. Devrais-je monter sur le toit? Est-ce que cela aiderait quelqu'un? Non. Cool. Mais alors un fort et aigu toc-toc a frappé la vitre arrière. J'ai crié comme un cri instinctif pur. Je me suis retourné si vite que mon cou a craqué. Il y avait un homme debout juste à la vitre arrière passager. Chauve, barbe, veste trop fine pour la température, vêtements sales comme s'il dormait dehors. Et derrière lui, rien que des arbres. Apay, sombres arbres. Il n'était pas venu de la route. Il était venu des bois. Je me suis figé tandis qu'il me regardait, immobile, son souffle embuant le verre. Puis il a levé la main et a frappé à nouveau. Lent, délibéré, 3 coups. Et, ai-je dit faiblement, levant la main dans un demi-salut. Pas de réaction. Il me regardait juste. Regardate. Puis il a essayé la poignée de porte. La porte verrouillée a claqué violemment. Tout mon corps s'est tendu. Oh, bon sang non, ai-je murmuré. L'homme a lentement marché le long du côté de ma voiture, traînant sa main sur le métal, les ongles grattants, faisant selon son horrible. Grincement. Il s'est arrêté à l'avant de la voiture, regardant le capot un moment comme s'il l'inspectait. Puis il s'est déplacé vers mon côté conducteur. Il a attrapé la poignée, tiré encore plus fort. Puis il s'est penché si près que son visage était à quelques centimètres de ma fenêtre. Ses yeux semblaient faux, trop grands, trop alertes, comme s'il ne clignait pas assez des yeux. Il a chuchoté à travers le verre. « Tu devrais ouvrir la porte. » Et cette voix, rauque, cassée, a fait se tordre mon estomac. J'ai secoué la tête instantanément. « Désolé, non, je ne peux pas. J'attends de l'aide. » Il m'a coupé en frappant à nouveau, plus fort cette fois. « Talk, talk, talk. » Ouvre-la. Non. Il m'a regardé pendant un long moment terrifiant. Puis il a souri, mais pas un sourire normal. Trop long, trop lent, comme s'il n'était pas habitué à la forme. Puis il a dit quelque chose qui a fait se dresser tous les poils de mes bras. J'en ai trouvé une autre. Une autre. Quoi? Avant que je puisse répondre, il a reculé et a regardé vers les bois comme s'il signalait, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un sorte. Et c'est alors que le pur instinct de survie a pris le relais. Je n'ai pas pensé, n'ai pas pesé les options, n'ai pas espéré de miracle. J'ai juste agi. J'ai tourné la clé dans le démarreur parce que c'était la seule chose que je pouvais faire. Clicktes. Gemissement. Clicktes. Ou, le moteur a toussé de nouveau à la vie comme s'il se réveillait d'un cauchemar. Oh, merci. Merci. J'ai respiré. La tête de l'homme a claqué vers moi. J'ai enfoncé mon pied sur l'accélérateur. La voiture a sursauté en avant, du gravier crachant derrière moi, tandis que la Civic s'élanquait sur l'autoroute comme si elle avait attendu ce moment. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. L'homme courait vers la route. Vite, plus vite que je ne m'y attendais, et quelqu'un d'autre, une autre silhouette, est sorti de la lisière des arbres à côté de lui. Mon sang s'est glacé. Il y avait vraiment un autre. Mais ma voiture continuait. 65 km/h, 90, 110. Je ne me suis pas arrêté. N'ai pas respiré, n'ai même pas cligné des yeux. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que j'atteigne une station-service avec des lumières parfaites, des gens et du service cellulaire. Je suis resté assise là à trembler et à pleurer si fort que je ne pouvais pas parler pendant 5 minutes. Quand j'ai finalement appelé ma mère, elle a pensé que j'avais eu un accident. J'aurais souhaité que ce soit aussi simple. Le lendemain, après être rentré chez moi, mon père a examiné la voiture. La pompe à essence mourait. L'alternateur était mort. La batterie aurait dû être morte des heures avant que le moteur ne démarre. Il ne pouvait pas expliquer comment elle s'était allumée. « Tu as de la chance », répétait-il. Vraiment sacrément de la chance. Mais ce n'est pas la partie qui me tient éveillé la nuit.
La partie qui me hante est celle-ci. 2 semaines plus tard, un reportage d'actualité est sorti sur une fille disparue. Même autoroute, même zone, même genre de situation. Sa voiture abandonnée a été trouvée au fond des bois. La police soupçonnait un acte criminel. Les suspects inconnus. Chaque fois que j'y pense, mon estomac se noue parce que quand cet homme a chuchoté « J'en ai trouvé une autre », j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas la première et je n'aurais peut-être pas été la dernière. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple week-end entre filles changerait à jamais ma façon de regarder les autoroutes vides. J'avais 21 ans à l'époque, jonglant toujours entre les cours du collège communautaire de Willow Creek et un travail à mi-temps dans un magasin de friperie dans une minuscule ville du nord de l'Alabama. La vie n'était pas glamour, mais ce printemps particulier, j'avais juste assez économisé pour prendre une pause bien nécessaire de tout, des devoirs, des cars, ce bourdonnement constant dans ma tête me disant que je ne faisais pas assez. Ma meilleure amie, Lana Bristow, était la seule personne qui savait exactement à quel point j'avais besoin de cette pause. Nous nous connaissions depuis la première année. Elle était du Tennessee. Brilliant, droll, sarcastique. Le genre de fille qui pouvait rendre un enterrement gênant, mais elle était aussi le genre de fille qui se présenterait à ta porte à 2 heures du matin avec des nuggets de poulet parce que tu avais pleuré à cause d'une mauvaise note. Ce week-end, elle m'avait pratiquement traîné dans sa Subaru, jetant son sac à dos sur le siège arrière et disant « D'accord, Harper, nous y allons. Pas d'excuses. Tu as besoin de soleil, de caféine et de paysage. Qui ne soit pas le parking du magasin de friperie avec ce vieil homme bizarre qui demande toujours une remise senior alors qu'il a genre 45 ans. » J'ai ri alors. J'aurais aimé pouvoir encore. Nous avions prévu de conduire de l'Alabama à travers Chattanooga et jusqu'à une série de cascades dont Lana avait entendu parler près de la frontière Tennessee-Caroline du Nord. Une simple boucle de 2 jours. Rien de fou, juste un voyage entre filles. Mais rien dans ce voyage n'est resté simple. Nous sommes partis tôt, comme avant les oiseaux tôt. Je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre, tandis que la première lumière du soleil se décollait des collines. Lana a baissé la musique, me regardant de côté. « Tu vas bien ?»« Ouais, » ai-je dit, tirant sur la manche de mon sweat à capuche. « Juste fatigué. »« Tu es toujours fatiguée. Tu es toujours énervante. » Elle a ricané. « C'est juste. » Nous nous sommes arrêtés pour faire le plein à l'extérieur de Scottsboro, avons pris des muffins horribles de station-service et avons repris la route. Les 4 premières heures étaient parfaites. Rire, parler, potiner sur les gens de l'école. Tout semblait normal jusqu'à ce que le GPS bugue. Nous étions quelque part après Murphy, Caroline du Nord. Le genre de route de montagne sinueuse où les arbres poussent épais et où la radio coupe. Lana a tapé l'écran. Pourquoi l'itinéraire change-t-il tout seul ? C'est juste les montagnes, ai-je dit. Le signal est nul par ici. L'itinéraire s'est recalculé encore et encore. Puis il a complètement gelé. Pas de route, pas de recalcul. Juste une carte vide avec un point bleu dérivant comme si nous flottions sur un océan. D'accord, a marmonné Lana. C'est nouveau. Nous avons atteint une fourche. Gauche ou droite ? Mais le GPS est resté vide. Droite, ai-je deviné. Fille, la façon dont tu l'as dit ne me remplit pas de confiance. J'ai regardé le ciel. Les nuages se rassemblaient vite. Ça va, ai-je dit, pointant. Essayons juste la droite. J'aurais aimé ne pas avoir dit cela. La pluie est arrivée vite comme une drap. 1 minute. C'était une bruine. La minute suivante, le monde devenait flou. La route s'est rétrécie. Les arbres se penchaient comme s'ils essayaient d'écouter. C'est alors que je l'ai vu. Un homme debout sur le bas-côté, agitant son bras, pas comme s'il avait besoin d'aide, mais comme s'il avertissait les voitures de ralentir. Sa veste ressemblait à un de ces gilets de sécurité réfléchissants que portent les ouvriers du bâtiment, mais elle était sale. De la boue étalée sur le devant, comme s'il était tombé à plusieurs reprises. Quelqu'un est probablement tombé en panne, a dit Lana, ralentissant la voiture. Peut-être, ai-je dit, mais mon estomac s'est contracté. Quand nous nous sommes approchés, j'ai remarqué qu'il ne se tenait pas à côté d'une voiture. Il n'y avait pas de véhicule, rien, juste lui, la pluie et les bois. Il agitait plus fort. Lana a baissé la fenêtre juste un peu. Et, ça va. L'homme n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a pointé agressivement vers la route devant, puis a fait un mouvement de tranchage à travers son cou. Mec, a murmur Lana. C'est bizarre. Je n'aime pas ça, ai-je dit tranquillement. Il s'est approché, la pluie dégoulinant de ses vêtements. Ses mains semblaient rudes et raflées, comme s'il avait griffé à travers des buissons. Ses yeux étaient partis.
Ses yeux semblaient épuisés mais frénétiques. « Il y a quelque chose devant », a-t-il crié par-dessus la pluie. « Vous les filles ne voulez pas aller par là. »« Qu'est-ce qu'il y a devant ?» a demandé Lana. Il a fait un pas de plus. Puis il a ouvert la porte arrière et est monté. Juste comme ça, je n'ai même pas eu le temps de crier. « Qu'est-ce que c'est que ça, mec ?» a crié Lana, se tournant. Il a claqué la porte, de l'eau s'accumulant sur le siège sous lui. Sa respiration était haletante, comme s'il avait couru. Ses cheveux dégoulinaient dans ses yeux. « Conduis », a-t-il dit. « S'il te plaît. » Les yeux de Lana ont rencontré les miens, grands, effrayés. Elle a murmuré. « Harper, conduis juste. » J'ai murmuré en retour. Elle a mis la voiture en marche. Il sentait les vêtements sales qui avaient été laissés dehors sous la pluie pendant des jours. La crasse sur ses mains semblait incrustée. Il serrait le dossier du siège de Lana si fort que ses phalanges devenaient blanches. « Merci », a-t-il respiré. « Merci de vous être arrêté. La plupart ne le font pas. Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, gardant ma voix stable. Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il a regardé Lana. « Tu prends la mauvaise route. Nous allions faire demi-tour. » Lana a menti rapidement. « Nous nous sommes un peu perdus. » Il a ri un rire sec et cassé. « Ouais, les gens le font. » Sa voix avait ce ton instable que les gens ont quand ils n'ont pas dormi. « Qu'est-ce qu'il y a devant ?» a demandé Lana. Pendant une seconde, il est devenu silencieux. Trop silencieux. « Tu as déjà entendu parler d'endroits que les flics ne prennent pas la peine de patrouiller ?» a-t-il demandé soudainement. Des endroits où des choses disparaissent et où les gens prétendent qu'ils n'ont jamais rien vu en premier lieu. Lana m'a lancé un regard. « Mec, nous voulons juste retourner sur la route principale. » Il m'a regardé alors. « Pas Lana. »« Moi ? Tu es d'ici ?» a-t-il demandé. « Non, ai-je dit rapidement. » Il a hoché la tête comme si c'était bon pour une raison quelconque. « Tu ne ressembles pas à quelqu'un d'ici. » Il a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. Lana est intervenue instantanément, sa voix enjouée et fausse. Aucune de nous n'est d'ici. Nous faisons juste un week-end entre filles randonnées et tout. Il s'est penché en arrière, exhalant de manière saccadée. J'ai été stationné au Kentucky une fois, a-t-il marmonné de nulle part. À l'époque où j'avais encore un emploi avant qu'il ne me laisse partir. Tu étais dans l'armée ? A demandé Lana. Il a haussé les épaules. Quelque chose comme ça. Maintenant ils me mettent à la clinique des anciens combattants, mais je ne reste pas longtemps. Trop de règles. Trop d'infirmières fouillant dans mes affaires. Il a ri encore un peu trop fort. Ils ont trouvé mes affaires. Ils n'ont pas aimé ça. J'ai regardé par la fenêtre, faisant semblant de regarder les arbres. Mon cœur martelait si fort que je pensais que l'homme pourrait l'entendre. Et, a-t-il dit soudainement, tu écoutes. J'ai gardé mes yeux sur le verre. Ouais, tu es vraiment silencieuse, a-t-il dit. Les silencieuses voient toujours trop. Avant que je puisse répondre, Lana l'a coupé rapidement. Alors, à quelle distance est cette zone où nous ne devrions pas aller ? A-t-elle demandé fort, forçant la conversation à revenir. Il a cligné des yeux, confus une seconde, puis s'est gratté le bras. 1 mile, peut-être moins. Tu verras l'aire de stationnement. Ne t'arrête pas là. Pas à moins que tu veuilles rencontrer les gens qui vivent dans ces bois. Tout mon corps a frissonné. Il y a un camp ici, a demandé Lana. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est penché en avant encore, chuchotant. Vous les filles avez de la chance de m'avoir pris en stop. Puis il m'a regardé à nouveau directement. Vraiment chanceuse. Je me suis pressé contre la porte, ma main trouvant la serrure. La pluie s'est épaissie si forte qu'elle noyait tout le reste. La voix de Lana tremblait. Il y a un pont au-dessus de la route là-devant. Peut-être qu'on devrait te déposer là pour que tu restes au sec. Il n'a pas bougé. Tu essaies de te débarrasser de moi ? A-t-il demandé doucement. Non, mec. Lana a dit avec un rire nerveux. J'essaie juste d'aider. Tu penses que je ne sais pas quand quelqu'un essaie de se débarrasser de moi ? Son ton s'est aiguisé et il s'est penché entre nos sièges. J'ai sursauté. Et, ai-je dit doucement, forçant le calme. Elle ne le pensait pas comme ça. C'est juste plus sûr sous le pont. Pas de pluie, pas de voiture éclaboussant de l'eau. Il s'est tourné vers moi encore, étudiant mon visage. Tu as peur ? A-t-il chuchoté. Ma gorge s'est serrée. Lana a ralenti la voiture alors que nous atteignions le pont. Elle s'est arrêtée sur le bas-côté. L'homme a finalement exhalé long et lourd. D'accord, a-t-il marmonné. C'est bien, c'est bien. Il a ouvert la porte à moitié, a fait une pause, puis s'est retourné vers nous.
Vous deux devez quitter cette route, a-t-il dit. Ne regardez pas en arrière. Ne vous arrêtez pour rien. Et si vous voyez quelqu'un devant vous vous faisant signe de vous arrêter, ne ralentissez pas, bon sang pour eux. Compris? J'ai avalé difficilement. Compris? Il est sorti, mais il ne s'est pas éloigné. Il est juste resté là sous le pont, nous regardant, mains sur les côtés, pluie se déversant derrière lui comme un rideau. Va, ai-je murmuré. Waze, a respire Lana. Elle a appuyé sur l'accélérateur. Nous avons conduit pendant peut-être 30 secondes avant que Lana ne laisse échapper un souffle tremblant. Harper, a-t-elle murmuré. Je flippe. Moi aussi, elle a serré le volant plus fort. Et s'il nous suit? Et s'il est à pied? Ai-je dit, et honnêtement, il semblait plus perdu que dangereux. Ouais, mais bon sang, il vient de monter dedans. Qui fait ça? J'ai secoué la tête. Je ne savais pas. Les bois autour de nous se sont épaissis à nouveau. Le GPS était toujours vide. Le ciel toujours meurtri et lourd de pluie. Puis nous l'avons vu. Un petit aire de stationnement à droite. Terre. Pas de panneau. Pas d'autres voitures. Lana a relenti. Est-ce que c'est ce qu'il voulait dire? Probablement. L'aire de stationnement avait un chemin étroit menant dans les arbres. Somber, humide, boer. Quelque chose à ce sujet semblait faux. Comme si l'air lui-même était plus lourd là-bas. Continue à conduire, ai-je dit rapidement. Ouais, d'accord. Lana a appuyé sur l'accélérateur. Alors que nous passions l'entrée du sentier, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre juste pour une seconde. Il y avait un mouvement entre les arbres, pas un animal, une personne, debout parfaitement immobile, à mi-chemin derrière un arbre, portant des vêtements sombres, trempés par la pluie, juste regardant notre voiture passer. J'ai sursauté sur mon siège. Lana, je l'ai vue aussi, a-t-elle murmuré. Le mile suivant était un pur silence. Aucune de nous ne respirait normalement. Puis le GPS a vacillé. Oh, merci Dieu, a marmonné Lana. Une carte est apparue. Nous étions hors itinéraire, mais au moins le système fonctionnait à nouveau. Il nous a recalculé vers l'autoroute principale. Juste au moment où Lana tournait sur la route de connexion, elle a dit « Nous avions de la chance, hein ?» Ouais, ai-je murmuré. La pluie s'est adoucie. Les arbres se sont éclaircis et puis mon téléphone a vibré. Pas de service, mais une notification est apparue. Numéro inconnu. Pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté? Mon estomac s'est ouvert. Lana a vu mon visage. Quoi? J'ai tourné l'écran vers elle. Ses mains tremblaient sur le volant. Comment? Comment quelqu'un ici? Le téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu. Vous auriez dû vous arrêter à l'aire de stationnement. Puis une photo est arrivée. Un cliché flou pris depuis l'intérieur des bois. Notre voiture passant prise peut-être à 6 mètres de distance. Lana a enfoncé son pied sur l'accélérateur. Potine. Ne t'arrête pas, ai-je crié. Je ne m'arrête pas. Elle a accéléré à travers le trottoir si vite, j'ai pensé que nous déraperions de la route. Les messages se sont arrêtés une fois que nous avons atteint l'autoroute principale à nouveau. Le service est revenu. La pluie a cessé. Pendant l'heure suivante, aucune de nous n'a parlé. Ce n'est que 2 jours plus tard, de retour à la maison, que j'ai trouvé le courage de googler la zone. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Il y avait des forums, des vieux, sur des randonneurs disparus le long de cette même route. Les gens parlaient d'un sentier non balisé qui menait à une communauté hors réseau. Un endroit où les forces de l'ordre ne prenaient plus la peine de visiter. Un endroit d'où les gens ne revenaient pas. Certains disaient avoir vu des gens faisant signe aux voitures, faisant semblant de les avertir, puis les menant dans les bois. D'autres mentionnaient un homme avec un gilet de sécurité qui s'était échappé une fois, divaguant à leur sujet. Le poste s'est arrêté vers 2019, mais un message se démarquait. Si vous voyez quelqu'un vous faisant signe sur cette route, ne vous arrêtez pas. C'est comme ça qu'ils vous choisissent. J'ai fermé mon portable et j'ai pleuré. Pas de pleurs dramatiques, silencieux, tremblants, pleurés. Parce que je ne cessais de penser à cette photo floue. Quelqu'un était debout dans ces bois à regarder, à attendre. Et si Lana n'avait pas continué à conduire? Si cet homme sous le pont ne nous avait pas avertis? Si elle s'était tournée dans cette aire de stationnement, je ne pense pas que nous serions ici. Parfois la nuit, quand je ne peux pas dormir, je pense à l'homme que nous avons pris en stop. Ses vêtements sales, ses yeux frénétiques, ses mains tremblantes. Il n'était pas la menace. Il était l'avertissement. Et je ne sais pas ce qui me fait plus peur, les choses qu'il a vues là-bas ou le fait que quelqu'un avait mon numéro. J'ai changé de téléphone, changé de numéro, mais parfois quand je conduis seul sur des routes vides, je pense toujours voir des formes dans les arbres.
pense toujours voir quelqu'un me faisant signe de m'arrêter. J'accélère à chaque fois parce que je sais mieux maintenant. Certaines routes semblent vides. Elles ne le sont pas. Je pensais toujours que les voyages en voiture étaient censés donner une sensation de liberté. Vitres baissées, cheveux fouettant partout, mauvaise chanson pop à fond tandis que tu ris avec ta meilleure amie de rien et de tout. Mais c'était avant l'été 22. Avant la route de Sierra Marada. Avant que je réalise que parfois la partie la plus effrayante d'un voyage n'est pas là où tu vas, c'est qui te remarque en chemin. Je m'appelle Alissa et à l'époque j'avais 23 ans. Je venais de terminer ma première année comme infirmière pédiatrique. Et ma meilleure amie, Riley, la fille bruyante, chaotique, brutalement honnête avec qui j'avais grandi, était le genre de personne qui croyait que chaque problème pouvait être guéri par une escapade de week-end. Fille, avait-elle dit une nuit, se penchant à travers mon comptoir de cuisine avec une bouteille de Dr Pepper. Tu es à un double quart de plus de perdre ton esprit. Nous y allons. Pas d'excuses. J'avais protesté. Ma mère paniquerait. J'avais du linge à faire. Et je détestais les longs trajets en voiture. Mais la vérité, j'avais besoin d'une évasion. J'avais besoin de respirer. Alors, quand elle a proposé un voyage de 3 jours entre filles dans une minuscule ville de montagne en Arizona appelée Sierra Marada, j'ai dit oui. Ce oui me hante encore. Je me suis réveillé tôt le matin de notre départ. Le ciel encore bleu terne. Mon appartement sentait le nettoyant aux agrumes et le vieux café. Classique moi. Riley est entrée sans frapper. Aussi classique d'elle tenant un sac de burrito petit déjeuner. Lève-toi et brille, bébé infirmière, a-t-elle souri. Jairi. Alors nous commençons le voyage avec des brûlures d'estomac. Ça forge le caractère. Nous avons fait les bagages dans mon Honda CR-V argenté. Ma vieille fille fiable qui claquait quand elle atteignait 120 km/h mais ne m'avait jamais une fois fait défaut. L'air était vif, le soleil commençant juste à pointer au-dessus des appartements. Cela semblait normal, paisible même. Playlit? A demandé Riley. Tu ne touches pas fille. Ta musique est déprimante comme l'enfer. Elle a gémi. Nous écoutons des tubes de voyage en voiture. Pas de vibe triste d'infirmière aujourd'hui. D'accord, ai-je marmonné. Mais rien de ta face bizarre de country hors la loi. Bon sang. D'accord. Une fois je joue Willie Nelson et tu ne me laisses jamais oublier. Nous avons ri et la voiture a roulé sur l'autoroute. Nous ne savions pas alors que quelqu'un nous suivrait bientôt. Environ 2 heures après le début du trajet, nous sommes entrés dans le tronçon désertique du Nouveau-Mexique. Rien que des terres plates, du sable pâle, de longues routes silencieuses et un soleil qui semblait pencher trop près. Je jure que cet endroit ressemble à une carte de Fallout. Riley a dit « S'il te plaît, ne nous manifeste pas une attaque de mutants. » Pas de promesse. Un vieux camion pick-up bleu était derrière nous depuis quelques miles. Rien de bizarre à cela, sauf qu'il changeait toujours de voie quand nous le faisions. Restait toujours à la même distance. Toujours juste assez près. Riley, ai-je dit tranquillement. Ce camion est derrière nous depuis la sortie 143, elle a regardé dans le miroir. Peut-être qu'il va dans la même direction. Peut-être, ai-je marmonné. Mais quelque chose semblait décalé. Le camion semblait abîmé. Porte délavée, peinture dépareillée, pas de plaque à l'avant, et à travers son pare-brise. Tout ce que je pouvais distinguer était une casquette de baseball sombre. Pas son visage, pas ses yeux, juste la silhouette. Il n'est probablement rien, a dit Riley, feignant une confiance qui n'atteignait pas sa voix. Juste un mec avec un camion pourri. J'ai essayé de chasser ça. Les gens suivent des itinéraires similaires tout le temps. J'étais dramatique, non? 30 minutes plus tard, le camion bleu était toujours là, changeant toujours de voie quand nous le faisions, adaptant toujours notre vitesse. Nous nous sommes arrêtés dans une petite station-service près d'un endroit appelé Elm Ridge, le genre de point sur la carte qui avait un magasin, une pompe et un mec assis dehors vendant des pêches dans une glacière en styromousse. Riley a Marmon. Cet endroit ressemble à un film d'horreur. S'il te plaît, ne dis pas ça maintenant, ai-je murmuré. Alors que nous faisions le plein, j'ai essayé de ne pas paraître paranoïaque, mais j'ai quand même scruté la route. Je ne le vois pas, a dit Riley. Tu vas bien. J'ai exhalé. Peut-être que je l'imaginais. Peut-être que les longs cars avaient frit mon cerveau. Nous sommes allés à l'intérieur pour des collations. Le caissier, une femme fatiguée aux cheveux roux avec un épais accent local, nous a regardés. Vous voyagez loin. Arizona, ai-je dit avec un sourire. Elle a hésité. Faites attention sur la 601, les gens conduisent comme s'ils étaient poursuivis par le diable là-bas. Bon à savoir, a dit Riley, essayant de plaisanter. Nous garderons un œil sur Satan.
La femme n'a pas ri. Quand nous sommes revenus dehors, les cheveux sur ma nuque se sont dressés. Le camion bleu était garé du côté éloigné du lot. Même casquette de baseball. Toujours pas de visage visible. Alyssa a chuchoté Riley, monte maintenant. Mon estomac a chuté. Nous sommes montés dans la voiture vite et sommes partis rapidement. Gravier crissant sous les pneus. En quelques secondes, le camion bleu est sorti aussi et nous a suivis. D'accord, c'est trop bizarre, a dit Riley, voix serrée. Il ne faisait même pas le plein. Mes mains tremblaient sur le volant. Peut-être qu'il s'est juste arrêté là par hasard. Non, pas moyen. Il attendait. La route s'est rétrécie en une autoroute à 2 voies serpentant à travers un terrain de type canyon. De hautes falaises rouges s'élevaient autour de nous, faisant tout se sentir claustrophobe. J'ai vérifié le miroir. Il était si près maintenant que je pouvais voir son pare-choc. Pourquoi me colle-t-il ? Ai-je murmuré. Riley s'est retourné sur son siège. Et recule, a-t-elle crié, lui faisant un doigt d'honneur à travers la vitre arrière. Riley, quoi ? Dude est un psycho. Le camion a accéléré, réduisant la distance encore plus. Le visage de Riley est devenu pâle. D'accord, peut-être ne l'énerve pas, restons calmes. Mais le conducteur a allumé ses feux de route sur nous 1 fois, 2 fois, puis continuellement. La lumière remplissait la voiture. Alyssa, accélère. Je ne peux pas. La route est sinueuse. Une longue pente raide s'étendait à côté de nous. Pas de garde-corps. Mon Dieu, a murmuré Riley. Il t'épousse. Il veut que tu ailles plus vite. Je ne vais pas nous tuer, ai-je claqué. Puis le camion a violemment fait une embardée comme s'il essayait de nous heurter. Qu'est-ce que c'est que son problème ? A crie Riley. Mon cœur martelait si fort que je le sentais dans ma gorge. Les falaises autour de nous faisaient résonner étrangement le bruit des moteurs. Tout semblait trop près, trop fort. Puis le camion s'est soudainement éloigné, juste assez pour rester sur notre queue, regardant, attendant. Environ 15 minutes plus tard, un panneau est apparu. Sierra Marada, route panoramique, 27 miles. Je la prends, ai-je dit instantanément. Fille, tu es sûre ? C'est panoramique, touristique. Plus de voitures, plus de gens. Nous avons tourné. Le camion bleu a suivi. Riley a juré sous son souffle. D'accord. Non. Il n'est plus décontracté maintenant. Ce mec nous suit carrément. La route panoramique était belle, mais isolée de vastes champs, des granges anciennes occasionnelles, des bosquets de pins. Le soleil pendait bas maintenant, saignant de l'orange à travers le ciel. J'ai essayé d'appeler le 911. Pas de service. J'ai essayé d'appeler ma mère. Pas de service. Riley a secoué son téléphone. Bon sang. Rien. Le camion s'est rapproché à nouveau, allumant ses phares jusqu'à ce que mes yeux fassent mal. Arrête-toi. Riley a chuchote. Laisse-le passer. Non, ai-je dit. Et s'il s'arrête aussi ? Bon sang, tu as raison. Ma voix s'est brisée. Qu'est-ce qu'il veut de nous ? Avant qu'elle puisse répondre, le camion a accéléré, faisant une embardée dans la voie en sens inverse et se mettant à côté de nous. Nos vitres étaient légèrement baissées, et je pouvais l'entendre crier quelque chose, mais le vent volait ses mots. Qu'est-ce qu'il crie ? Riley a crié, puis nous l'avons vu, son bras hors de la fenêtre, pas en agitant, pas en gesticulant, mais nous pointant du doigt répétitivement, agressivement, comme s'il exigeait que nous nous arrêtions. Non, pas question. Riley a crie. J'ai essayé de garder mes mains stables. Il continuait à crier, continuait à pointer, continuait à adapter notre vitesse, et puis il a secoué son camion vers nous, centimètre par centimètre, essayant de nous forcer hors de la route. Basi griega, basi griega, basi griega. Riley a hurl. J'ai enfoncé la pédale d'accélérateur. Le camion a rugi fort, furieux, mais la pente l'a ralenti 1 seconde. Cette seconde nous a sauvés. J'ai pris un virage serré sur une route en terre non balisée. Le camion a manqué le virage. De la poussière a explosé derrière, nous tandis que je fonçais sur la route de gravier. Le CRV a rebondi si fort que nos dents se sont entrechoquées. Alyssa. Riley a respire. Où diable allons-nous ? Je ne sais pas. Je m'en fiche. Nous devons juste le perdre. J'ai heurté un autre dos d'âne et la voiture a dérapé. Riley a regardé derrière nous. Il fait demi-tour. Le soleil était presque parti. Le désert s'assombrissait en ombre. La route en terre ne menait nulle part. Juste un ranch abandonné. Clôture cassée, haute herbe morte. Nous devons nous cacher. Riley a chuchote. Non, ai-je dit. Nous devons continuer à bouger. Un son m'a coupé. Un moteur lointain devenant plus fort. Alyssa,
Riley m'a attrapé le bras. Il revient. Il nous trouve. Des phares sont apparus au-dessus de la colline. Le camion bleu. Mon pouls est devenu glacial. Il bloque la route du retour. Riley a crié. Il la bloque. Alyssa, il la bloque. J'ai enfoncé l'accélérateur. Le CRV a jailli en avant. Il va nous heurter. Riley a Cree. Accroche-toi. Le camion a fait une embardée, essayant de nous couper, mais j'ai secoué le volant et l'ai évité de quelques centimètres. Son klaxon a retenti, résonnant sur les bâtiments de ranch vides. Nous avons déchiré le chemin de terre, des rochers claquant contre le dessous. Là, Riley a pointé. Il y a une route de service. Basi griega. Nous avons tourné sur une étroite bande de pavés fissurés. Le camion a suivi. La route de service menait vers une petite colline et après cette colline, des lumières de ville. J'ai éclaté en larmes. Riley, nous sommes proches. Nous sommes presque là. Ne ralentis juste pas, a-t-elle dit. Pour rien au monde. Nous avons dévalé le dernier tronçon. La ville de Sierra Morada est apparue en vue des stations-service, des restaurants, un camion du shérif garé près du bord. Le camion bleu a soudainement ralenti. Puis s'est arrêté. Juste arrêté là sur la colline nous regardant. Riley a Sanglot. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Est-ce qu'il vient? Mais il est resté là. Moteur ralenti, phare fixé sur nous comme des yeux. Nous ne nous sommes pas arrêtés de conduire jusqu'à ce que nous atteignions le poste du shérif. 2 officiers sont sortis vite quand ils ont vu Riley pleurer et moi trembler si fort que je pouvais à peine parler. L'un était un grand homme hispanique aux yeux gentils. Ha. Ha. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous les filles êtes blessées? Nous avons tout expliqué. Les lumières, le suivi, les cris, les tentatives de nous faire sortir de la route. Les officiers se sont échangés un regard. Le plus âgé a soupiré. Nous avons eu des rapports. Pas assez pour lier à un suspect. Mais des filles voyageant seules ont été ciblées autour de ces routes de campagne. Mon estomac s'est tordu. Est-ce que quelqu'un a été blessé? Ai-je murmuré. Il a hésité. Certains n'ont pas donné signe de vie. Certaines voitures ont été trouvées abandonnées. La main de Riley s'est serrée sur la mienne. Pourquoi personne ne l'a arrêté? Elle a crié. Pourquoi n'est-il pas arrêté? Le plus jeune officier a dit tranquillement. Parce qu'il ne reste jamais. Il ne s'attarde jamais. Au moment où nous recevons des appels, il est parti. Comme s'il connaissait le timing. Un frisson a grimpé le long de ma colonne vertébrale. Ils nous ont conduits à notre motel eux-mêmes et nous ont dit de ne pas voyager la nuit. Ils ont pris tous nos détails. On promis qu'ils balayeraient la zone, mais le camion bleu n'a jamais été trouvé. Pas cette nuit, pas le lendemain, jamais. Le matin où nous sommes partis, je me suis senti malade. Le trajet de retour était censé être plus facile. Jour, plus de trafic, pas de détour. Mais alors que nous passions le tronçon de route où il était apparu pour la dernière fois, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder les collines. Juste une fois, juste pour une seconde, et c'est alors que je l'ai vu. Un vieux camion pick-up bleu délabré, garé loin de la route derrière un groupe d'arbustes desséchés. Porte conducteur ouverte. Pas de plaque. Casquette de baseball pendue au rétroviseur. Riley l'a vu aussi. Sa voix s'est brisée. Il a attendu. Il a littéralement attendu pour voir si nous repasserions. J'ai enfoncé la pédale d'accélérateur, le cœur martelant. Nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous n'avons pas respiré. Nous n'avons pas regardé à nouveau. Et même maintenant, 2 ans plus tard, chaque fois que je suis sur une autoroute tranquille, j'ai toujours le même frisson glacial qui rampe le long de ma colonne vertébrale parce que je sais sans aucun doute qu'il ne nous taquinait pas juste. Il chassait et nous avons juste à peine glissé entre ses dents.